La première année, on fait beaucoup d'erreurs en tant que coopérant, même si on a été averti et cetera, on a fait énormément d'erreurs. Mais ça disparaît un peu avec le temps quand on comprend mieux la mentalité l'africaine. Ça n'allait pas de soi, surtout que beaucoup de personnel européen qui est sur place ne le perçoit pas comme ça et peste devant les difficultés qui sont à s'adapter. Il y a une espèce quand même de racisme encore, je pense aujourd'hui, à l'égard des populations africaines qui ne vivent pas comme nous, pas aussi bien que nous, qui ont d'autres rythmes de vie que nous. C'est frappant et malheureusement, je pense que c'est toujours le cas, aussi dans le personnel des églises, hein. Mémoire vive, un podcast de Michel Cocher pour réformer.ch. Avec Gilles Riquet, pasteur à la retraite, je vous propose de revisiter les liens de l'Europe avec l'Afrique. Ça commence pour lui par un travail de coopérant au Rwanda. Quelques années plus tard, après des années de travail en Europe, il retourne en Afrique pour mieux comprendre le christianisme vu par les Africains, organisé par les Africains. Il découvre à Kinshasa les églises africaines indigènes, dont le kimbanguisme. Bonjour Gilles Riquet. Bonjour. Votre parcours, allons dire comme ça, africain, il commence il y a longtemps, dans un pays où vous êtes envoyé comme coopérant français, c'est le Rwanda. Vous avez choisi le Rwanda ou bien on vous a désigné? On m'a désigné parce que je suis parti dans le cadre des missions protestantes de Paris. Et il y avait à l'époque un système où on pouvait, en tant que coopérant technique, être envoyé par une mission. Mais on dépendait quand même du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Armées. Donc j'ai choisi cette voie et on m'a envoyé, la mission de Paris m'a envoyé au Rwanda. Inconnu pour moi. Rwanda, où est-ce que ça se trouve? Comment ça s'écrit? Centre de l'Afrique peut-être? Alors on se précipite sur un atlas pour voir où c'est et voilà, ça a commencé comme ça. On vous a pas préparé? Vous avez débarqué Oui, comme ça? il y a eu 1 ou 2 séances de préparation pour ces coopérants et je me souviens d'un mot, le responsable nous a dit: «Surtout, ne vous énervez jamais» et j'ai retenu ce conseil. Et alors vous découvrez ce pays, qu'est-ce qui vous frappe au premier abord? Alors c'est la terre rouge, la latérite, le vert lumineux, l'absence de voies de communication, de routes. Ce sont des routes de latérite, des routes, qui sont entretenues, à la main. Il y a, entre l'aéroport et la capitale Kigali, quelques kilomètres asphaltés, puis c'est tout. Et votre travail, donc vous êtes enseignant, vous êtes un enseignant français, donc vous avez une certaine surface, reconnaissance, sur place. Comment ça se passe? Est-ce que vous, avec du recul, vous diriez vous étiez un peu un colon en arrivant là-bas? Non, pas un colon, mais je dirais que nous étions, hem, très idéalistes. Nous voulions aider. Nous voulions apporter quelque chose à des pays, qui, en étaient dépourvus, dans un cadre qui était précis. Donc moi, j'ai été envoyé, dans un collège, heu, financé par la Suisse, le collège officiel de Kigali et il y avait là des coopérants suisses, directeurs suisses aussi, coopérants suisses, belges et français et canadiens. Donc on était une petite communauté enseignante, internationale, ce qui était aussi très, très sympathique. Et qu'est-ce qui vous a frappé dans le travail que vous exerciez, dans vos rapports avec les gens? Alors, ce qui m'a frappé, dans les rapports avec, les Africains, donc les Rwandais, c'était une certaine tenue, c'était une réserve, beaucoup de gentillesse, je le répète et pour ce qui concernait les élèves, c'était une attention extraordinaire de ce qu'on disait. Il y avait peu à l'époque, donc quand même 1969, hein, c'est il y a longtemps.
Il y avait peu à l'époque de supports livresques. Les élèves en étaient quasiment dépourvus. Donc la tradition orale fonctionnait encore très fort. Il y avait des élèves qui pouvaient répéter une phrase textuellement 2 ans après que je l'ai prononcée. Bon, elle avait frappé certainement, mais quand même, ils étaient très attentifs et retenaient beaucoup par la parole. Ça m'a beaucoup frappé, oui. Autrement, ils étaient très bien formés, ces élèves, c'était probablement un des collèges les plus performants de Rwanda à l'époque et beaucoup sont sortis, avec de très bonnes notes. Est-ce que vous étiez, sensibilisé à la situation politique, aux tensions, au fond, à une forme de fournaise qui était là, probablement pas visible, mais déjà, en gestation? Bon, elle était sous-jacente, mais ça on s'en est aperçu plus tard. Elle était sous-jacente, elle existait déjà. On savait quand même qu'il y avait eu des massacres au moment de l'indépendance en 56, que c'est une révolte contre le pouvoir Tutsi, donc qui était la classe dominante, mais minoritaire sur le plan numérique. Et on savait qu'il y a eu des massacres très graves et que des élèves avaient été traumatisés par, les spectacles qu'ils avaient dû, voir dans leur enfance. Mais dans la vie quotidienne du lycée, du collège, ça n'apparaissait pas. Probablement que ces tensions existaient dans l'internat, mais ça nous ne pouvons pas le savoir. Heu, dans les classes, ça n'apparaissait pas du tout effectivement, mais ce qui s'est produit après a été à la fois une surprise et une demi-surprise plutôt, car, ces tensions existaient, même si on ne les connaissait pas vraiment, on savait qu'elles existaient parce que, on nous les répétait, on nous les disait. On ne les voyait pas, mais on savait que c'était dans l'histoire de ce pays, de ce peuple. Est-ce que vous aviez conscience aussi du rôle des puissances, coloniales, hein, la France, la Belgique, vous êtes français, vous étiez aussi au fond, sans être formellement un colon, vous étiez l'expression, voilà, d'une forme de domination? C'était quelque chose qui vous est ou avec du recul, quelque chose que vous avez Oui, bon, on part là-bas évidemment avec l'idée qu'il faut les aider, les pauvres petits et cetera, bon, ça c'est inévitable, hein. Mais ça disparaît un peu avec le temps quand on comprend mieux la mentalité africaine et l'humanité en fait, hein. La première année, on fait beaucoup d'erreurs en tant que coopérant, même si on a été averti et cetera, on a fait énormément d'erreurs. par exemple? Le système, de notes, par exemple, est beaucoup trop, sévère, enfin celui que j'ai appliqué en tout cas. C'est quelque chose que je ne referai pas. Il y a des thèmes, évidemment qu'il faudrait éviter, les thèmes de tout ce qui est la littérature coloniale, bien sûr, hein. Mais il y a quand même, et comme je vous le racontais tout à l'heure, une connaissance, de l'être africain qui, peu à peu, par ses élèves, nous, interpénètre, heu, que nous nous apercevons que les Africains rougissent aussi, comme nous, pas de la même, Ça se voit comment voilà, alors? mais on le voit au grain de la peau qui change et aussi, la peau devient, plus sombre, hein, et ils sont sensibles exactement aux mêmes, comment dire? Affects que nous, la joie, c'est l'humanité, comme nous, absolument comme nous. Ça, c'était la grande leçon que j'ai tirée de l'Afrique. Ouais, avec du recul quand même, c'est frappant parce qu'on peut se dire que ça devrait aller de soi et au fond, ça n'allait pas de soi en arrivant là-bas. Non, ça n'allait pas de soi, surtout que beaucoup de de personnel européen qui est sur place ne le perçoit pas comme ça et peste devant les difficultés qui sont à s'adapter. Il y a une espèce quand même de racisme encore, je pense aujourd'hui,
à l'égard des populations africaines qui ne vivent pas comme nous, pas aussi bien que nous, qui ont d'autres rythmes de vie que nous. C'est frappant et malheureusement, je pense que c'est toujours le cas. Aussi dans le personnel des églises, hein. Alors, ces 2 années au Rwanda vous donnent le goût d'Afrique, mais ce goût d'Afrique, au fond, vous allez pouvoir le retrouver que des années plus tard, dans un contexte vraiment complètement différent, tout à fait volontaire pour le coup, où vous décidez quoi, tout d'un coup, à faveur d'un congé sabbatique, de dire: «Je pars» et bon, pourquoi aller à Kinshasa? Où vous allez aller? Alors, Kinshasa, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment les églises africaines, nées des missions, pratiquaient un siècle après, en gros, leur propre mission, si elles la pratiquaient. Et alors, il fallait trouver un lieu où ce serait commode de mener une enquête. Kinshasa présentait des avantages certains. C'était une ville où on parlait français, langue officielle en tout cas, une ville où il y avait de nombreuses confessions chrétiennes, une ville où il y avait des églises indépendantes, c'est-à-dire des églises qui n'étaient pas nées des missions, et voir comment elles pratiquaient leur mission, si c'était de manière différente des autres églises. Donc j'ai choisi Kinshasa, que je ne connaissais absolument pas. Pour moi, c'était l'inconnu. J'avais peu de documentation. J'avais pris contact avec le département missionnaire qui m'a préparé des contacts sur place, mais en allant à Kinshasa, je ne savais pas le soir où j'allais dormir. Et vous allez à Kinshasa avec Aéroflot, Aeroflot, c'est pas vraiment la compagnie aérienne la plus évidente. non, mais il y avait un avantage, c'était que mon billet d'avion valait une année. Donc je n'avais pas besoin d'acheter pour le retour. Alors je suis parti de Francfort-sur-le-Main. J'ai été à Moscou. J'ai attendu je ne sais plus combien d'heures à Moscou, dans un aérogare où il n'y avait rien, sauf une buvette où il n'y avait pas de place parce que c'était bondé. Et de Moscou, parti à Brazzaville. Brazzaville qui était, un Brazzaville qui était comment dire? En lien, qui était socialiste, qui était en lien avec Moscou. Ah voilà, Ouais. d'affinité politique. Voilà, j'arrive à Brazzaville, il faut passer de l'autre côté du fleuve. Le Pour aller fameux à Kinshasa. fleuve Zaïre où Le voilà, Zaïre, immense, majestueux. immense, majestueux. Alors j'étais seul blanc sur ce débarcadère, sur cette aire où on devait embarquer pour aller de l'autre côté. Et là, mon premier contact, comment dire? Qui m'a interpellé, c'était les enfants. Là, il y avait des enfants abandonnés, qui venaient du Niger d'ailleurs, qui ne vivaient de rien, de rapine ou de ce qu'on leur donnait. Leur lieu de vie, c'était ce débarcadère, où ils n'avaient aucun avenir. Alors je passe le fleuve sur un bateau, bon, et je monte l'escalier parce que le fleuve était au plus bas, c'était la saison sèche. Donc il y avait un immense escalier, mais très étroit, avec des marches comme ça, pas plus large que ça, et j'avais 2 grandes valises. Je monte mon escalier, mais je ne pouvais pas mettre les valises sur l'escalier parce qu'il y avait une immense file. Alors je double tout le monde en tant qu'Européen, personne n'a osé dire quoi que ce soit, et j'arrive en haut et là, j'entends Bruno crier, et c'était Jacques Serait. Sauvet, oui, qui me reçoit et qui m'attendait. Je ne sais pas comment, toujours pas comment il m'attendait. Alors vous découvrez Kinshasa, les qu'est-ce qui vous frappe d'abord dans cette ville, à ce moment-là? Alors à ce moment-là, ce qui me frappe, c'est la quantité des gens qui marchent le long des routes. Des foules immenses qui n'ont pas d'autres moyens de locomotion souvent que, des bus super bondés ou ce qu'on appelle des foula-foula, qui sont des
des petits combis où on masse le plus possible de personnes, même dans les rayons. Bon, mais beaucoup de gens n'ont pas les moyens non plus de payer ces trajets. Et c'était vraiment très frappant de voir ces foules en marche continuellement en marche. Et vous, vous aurez la chance, pour vous déplacer, d'avoir une voiture. Alors, Jacques Serré était en contact avec l'Armée du Salut et a appris qu'une petite voiture, une petite Renault, était en vente. Et il me l'a proposée évidemment, je l'ai achetée tout de suite. Et cette petite voiture de l'Armée du Salut m'a été extrêmement utile parce qu'il y avait sur le capot une croix rouge et service médical de l'Armée du Salut. Ah ça, c'est le passe-partout ça alors? C'était le passe-partout. On m'a pris pour un médecin. Donc, on ne me rançonnait pas en tant que blanc, c'est-à-dire on arrête les voitures, on dit: «Vous avez fait une faute et cetera, vous devez payer». Hein? Alors ça, on m'a laissé tranquille de ce côté-là. Et même quand je passais devant la présidente au moment Galliema, une route, qui était mal famée parce que les soldats arrêtaient toutes les voitures qui passaient ou beaucoup de voitures qui passaient pour les rançonner. Moi, je passais sans route. Ça, c'était très utile cette petite voiture. Pourtant, vous avez eu peur une fois ou l'autre dans les manifestations qu'on vous la renverse. Ça peut basculer tout d'un coup, vous avez des souvenirs comme ça? Oui, oui, alors les foules, qui sont, excitées, sont extrêmement dangereuses. Il suffit que l'un ou 2 lancent des slogans en disant: «Sale blanc» ou bien: «Qu'est-ce que repars dans ton pays» et très vite, toute une foule bascule. C'est pas propre à l'Afrique, c'est le phénomène des foules. Et une fois, j'ai eu très peur et j'ai dû partir rapidement, le plus rapidement possible. Parce que aussi les blancs racontent là-bas, enfin les expatriés, racontent des histoires. Par exemple, qu'on lance des pierres dans les pare-brises et puis qu'on ouvre les voitures sur les femmes et cetera. Donc c'était des choses qui existaient ça. Un missionnaire m'a raconté aussi, bon ça c'est une petite histoire, mais il avait vu une femme allongée sur la route. Il la prend dans sa voiture pour l'amener à l'hôpital, elle est malade et cetera et l'agresse, déchire ses vêtements et dit à tout le monde: «Il a voulu me violer» et alors, toute la foule se rassemble et j'ai eu un accident, la foule se rassemble à une vitesse incroyable et si, vous êtes dans votre tort, si vous avez un mot malheureux, ça peut mal tourner, hein? Mais ceci dit, les Africains sont quand même très gentils. Alors, vous allez là-bas, dans un paysage, confessionnel qu'il faut quand même, brièvement présenter, le Zaïre, le Congo aujourd'hui, est essentiellement chrétien, formé de plusieurs grandes familles. La première, la plus importante, c'est la famille catholique. La famille catholique, très soutenue par la hiérarchie, belge et par le pouvoir belge aussi depuis très longtemps, qui a des, paroisses énormes, de grandes églises, qui a introduit la messe zaïroise, depuis peu de temps. Le cardinal, Malula vient de décéder, c'était le seul ecclésiastique de poids, d'envergure, qui s'opposait à Mobutu. Mais il pouvait le faire aussi, il faut le dire, parce qu'il avait derrière la puissante Église catholique mondiale. Bon, mais quand même, il l'a fait. Et il était vénéré comme un saint. J'ai vu sa tombe dans la cathédrale, couverte de fleurs. Bon. Alors, le catholicisme, ça fait 46-47% à l'époque de la population de Kinshasa. Et donc une église puissante, bien structurée, très forte sur le plan de l'éducation, très soucieuse des générations montantes, qui a un problème de recrutement des prêtres parce que il y a un discernement des vocations. Beaucoup de candidats ne sont pas pris parce que leur vocation semble pas sûre. Donc des paroisses, encore une fois, pléthoriques,
où les prêtres sont insuffisants. Alors il y a la mise en place de ministères spécialisés, c'est-à-dire des paroisses, des petites paroisses qui sont conduites par des chefs de paroisse, comme des pasteurs, qui n'ont pas le pouvoir évidemment des sacrements, mais qui conduisent la paroisse et les, euh, les services de la parole, par exemple. Et c'est une église effectivement très, très forte. Et alors, il y a l'église protestante. Alors, très fort, donc 40-50% de la population? Oui, plus près de 50 que de D'accord. 40. Et puis donc, juste encore une question sur est-ce que vous avez pu vivre ce rite zaïrois, hein, dont on dit Alors là, que c'est un rite, une messe au fond catholique avec un rite spécifique? oui, 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 le rythme spécifique et surtout les couleurs. J'ai assisté à la messe d'intronisation du nouvel archevêque en 1990. Et c'était impressionnant cette nouvelle messe, par les couleurs, les habits liturgiques, mais les chants. Et c'était introduit par des danses de jeunes filles, de fillettes, en longues soquettes blanches qui ont dansé pendant tout le service, accompagnant la liturgie, sous la conduite d'une sœur européenne, mais c'était une perfection. Alors, il y a beaucoup pour les yeux. Il y a beaucoup pour les yeux. La prédication n'est pas aussi fournie que chez les protestants, c'est plutôt des appels, mais là aussi, il y a eu un appel au pouvoir politique, à prendre ses responsabilités. Et c'était vraiment un spectacle comme inouï, hein. Voilà, alors, pour comment dire, le fondement de la messe, il n'y a rien de changé. C'est simplement L'emballage. l'emballage. Alors, j'aimerais quand même faire une petite allusion aux différents objets qu'on a ici. Peut-être évoquer Dino Lipatti, euh, au fond, ce que vous aimez. Enfin, non, dites pas simplement pourquoi vous avez pris ce CD comme un objet qui vous parle, aussi sur le fond de votre expérience africaine. Oui. Alors, c'est un peu fortuit la découverte d'Ino Lupati parce que j'ai découvert son disque. C'était un disque à micro-sillon à l'époque, justement en rentrant du Rwanda. Et j'ai découvert par hasard. Je ne connaissais pas du tout ce pianiste et j'ai été subjugué par son jeu extrêmement réfléchi, profond, calme, surtout dans souverain. Voilà, c'est le mot, hein. Et malheureusement, Dean Lepati est mort rapidement. Il n'a pas pu donner toute la mesure de son art, mais je tiens à souligner la qualité de cet artiste. Et quand vous rentrez d'Afrique, vous retrouvez une culture occidentale avec plaisir, ou vous êtes un peu tendu entre ce que vous avez découvert là-bas et ce que vous retrouvez ici? Non, pas entendu, non, parce que j'étais rentré quand même après une année, j'étais rentré quand même en France. Non, ouais, c'est un autre monde, hein, c'est un autre monde, mais c'était mon monde. Je ne pouvais pas le renier. Je ne suis jamais devenu africain dans la mentalité ni dans la pensée, enfin, dans la conduite non plus. J'apprécie l'Afrique, mais je suis quand même européen, et c'est indéniable. Alors je suis rentré, oui, effectivement, à Paris, je suis rentré à Paris, puis de là, j'ai été en Allemagne, donc c'était un intermède, mais qui a laissé des traces, puisque j'ai pensé à l'Afrique beaucoup plus tard, de nouveau. Alors, on va parler maintenant des protestants, parce que vous êtes un pasteur protestant réformé, vous avez eu une carrière pastorale en Suisse pour l'essentiel, mais quand vous êtes allé à Kinshasa, vous êtes allé voir aussi les protestants. Il y en a des presbytériens, voilà, des réformés, ils sont assez nombreux. Qu'est-ce qui vous a frappé à ce moment-là dans cette constellation protestante? Ah bon, alors les protestants sont liés à des ethnies, c'est-à-dire aux missions. Lorsque les protestants sont arrivés au Zaïre, au Congo, euh, les premiers d'ailleurs, après la première évangélisation au XVIIe, XVI siècle,
qui avait complètement disparu pratiquement. Les Britanniques sont arrivés et ont exploré la possibilité comment dire, d'implanter des missions dans le pays. Alors, puis après sont venus les catholiques, tout de suite après, les catholiques envoyés par la Belgique. Donc, le pouvoir colonial a donné des autorisations d'implantation de missions selon les territoires. Et c'est resté. C'est-à-dire que la mission suédoise, la mission britannique, la mission américaine, les presbytériens du Kasaï, tout ça, c'est lié à des ethnies. Et des ethnies qui, quelquefois, se combattent, ou ne s'apprécient pas, ou défendent leur propre fief. Et toutes ces confessions protestantes ont été mises dans le même sac par Mobutu, qui a dit, écoutez, vous les protestants, vous ne formez plus qu'une seule église. Alors, c'est ce qui s'appelait l'église du Christ au Zaïre, ECZ. Maintenant, probablement, église du Christ au Congo. Alors, il y a des tensions perpétuelles dans cette fédération d'églises, parce qu'il y a bien un synode national, mais ce synode national est déchiré entre factions. Et alors, c'est le plus fort, le plus malin qui l'emporte. Et il emporte les décisions au niveau national. Mais est-ce qu'on va se plier à ces décisions? Ce n'est pas dit. Il y a des révoltes. Mais à l'intérieur même des confessions, il y a des conflits de personnes qui, quelquefois, ne sont pas résolus, ne peuvent pas être résolus pour des questions de prestige, de questions de clans, parce qu'à l'intérieur des ethnies, il y a des clans. Alors, c'est une situation extrêmement compliquée. Vous aviez accès à cette complexité-là, vous, comme expatrié arrivant pour observer le christianisme zaïrois? Oui. Alors, c'était visible. Par exemple, j'ai été très bien accueilli, et accueilli presque immédiatement par les baptistes américains. J'avais aussi des contacts avec les baptistes britanniques, mais moins. Les baptistes américains ont une grande mission au bord du fleuve, là où Stanley, à peu près, a débarqué. Ils avaient des bateaux, etc. Ils sont puissants au point de vue financier. Bon. Alors, ces baptistes américains, quand je suis arrivé, construisaient à l'intérieur de la mission, il y avait un espace libre, une maison pour le chef africain de l'église baptiste. Mais il y avait un autre chef africain, baptiste aussi, qui combattait ce alors, il y a des scissions dans les églises qui sont terribles. Ou bien encore, l'église du Kwango, c'est-à-dire une église qui est d'un territoire qui est plutôt au sud de Kinshasa. Les gens émigrent, les gens viennent s'installer à Kinshasa, forment leurs propres églises, ils ont leur même langue, leurs mêmes connaissances, c'est des mêmes clans. Mais au bout d'un certain temps, avec l'église qui est dans le pays, les contacts se perdent et ils fondent eux-mêmes leurs propres églises. Alors c'est un fourmillement dans le cadre de l'ECZ, L'église protestante au Zaïre. protestante au Zaïre, un fourmillement d'églises sécessionnistes, etc. Un de vos objectifs quand même, c'est de visiter la troisième famille, si on peut dire. On a évoqué le catholicisme, l'Église protestante. Il faut évoquer ceux que vous allez découvrir, qui sont les kimbanguistes. Alors, je crois qu'il faut un tout petit peu cadrer tout ça, parce que chez nous, ici en Suisse ou en Europe, le kimbanguisme, ça n'est pas de l'évidence. Non, ça n'était pas non plus pour moi avant de partir, mais je ne sais plus comment je suis tombé sur ce Simon Kibangu et son église. Mais je sais que j'ai préparé, avant mon départ, la rencontre avec le kibandisme par 2 livres, dont celui de Susan Ash, qui avait été publié quelques années auparavant et qui avait fait du bruit. Simon Kibangu et son église. Et cette église m'intéressait parce qu'elle voulait être indépendante de toute mission, être née indépendante de toute mission, bien que
le prophète Simon Kibangu, d'où est sortie cette église, était un baptiste, un, un- un- Un catéchiste. un catéchiste baptiste, merci. C'était un catéchiste baptiste et il a bien recommandé à tous ceux qui venaient le voir, parce qu'il a fait des miracles, des guérisons, et il prêchait, et les foules venaient à lui. Enfin, c'est assez impressionnant, hein, cette histoire. C'est un ministère de quelques mois, mais qui a mis en danger le pouvoir politique, le pouvoir colonial. Parce que les gens venaient quitter leur travail dans les plantations ou ailleurs et venaient écouter Kibangu, venaient se faire soigner, etc. Bon, le pouvoir colonial a réagi, l'a fait emprisonner, l'a condamné à mort. Ça a été commué en prison à vie et le Simon Kibangu n'a plus eu de possibilité d'exercer son ministère dans la prison d'Élisabethville où il a été transféré. Alors, ce prophète, qui a eu une importance très grande, je crois, et toujours, même si les kibanguistes gonflent les chiffres, euh, ce, ce prophète m'a interpellé. J'ai eu de la sympathie pour lui, de l'admiration, mais aussi de la sympathie, parce que j'ai pensé qu'il avait été vraiment inspiré. Je me suis dit, je vais aller voir un petit peu comment vivent les adeptes qui veulent absolument être indépendants de toute mission, être vraiment une église africaine. Je veux voir comment ils vivent leur christianisme. Et vous vous installez alors dans le cœur du kimbanguiste. À la faculté de théologie kibanguiste, tout près de Kinshasa, en fait, toujours dans l'agglomération de Kinshasa, j'ai eu le privilège de pouvoir m'installer dans la maison où une professeure suisse, Marie-Louise Martin, avait vécu, qui a elle-même fondé la faculté de théologie kibanguiste et qui avait vécu dans cette maison jusque peu avant mon arrivée. Elle était décédée quelques mois avant. Et là, j'étais en contact avec des kibanguistes, sur le campus surtout, mais aussi dans leur culte à Kinshasa, dans les rencontres que j'ai eues aussi ailleurs au centre d'accueil kibanguiste. Je n'ai pas été dans leur lieu saint à Nkamba. C'est là où Simon Kimbangu est mort? C'est juste? Non, Non? c'est là où il a eu son ministère de quelques mois. D'accord. Son ministère de guérison et on dit aussi de résurrection. Il a ressuscité plusieurs personnes, mais il a prêché. Alors c'est là où est le centre maintenant du kimbanguisme. Alors, j'ai eu le privilège, oui, de contacter ces kibanguistes qui sont impressionnants par la volonté de respecter les 10 commandements, de respecter la loi du Christ. Mais c'est aussi les 10 commandements qui dominent chez eux. Cette impression est très forte. Mais comme me disait un kibanguiste, pour vous, c'est légaliste, vous les Européens. Ça donne une impression de légalisme. Et c'est vrai. Chaque prédication a pour thème un des commandements, des 10 commandements. À la fin, bon, on prend. Je les connais. Oui, on peut imaginer. Alors, c'est difficile pour les prédicateurs de trouver des nouvelles images et des choses. Bon, en tout cas, c'est comme ça. C'est vrai que pour nous, c'est légaliste. Mais me disait ce qui m'a dit, pour nous, c'est important parce que la société est tellement dissolue qu'il nous faut retrouver un cadre et un cadre qui soit divin. Et effectivement, il y a cette volonté chez les kibanguistes d'être obéissants à la loi de Dieu. Et ça, c'est impressionnant. Mais ça n'enlève pas que, quelquefois, on a l'impression d'une certaine hypocrisie. Quand on entre dans le légalisme, il y a le côté où on n'est pas forcément toujours comme il faut. Mais alors on le cache, on va le cacher. Alors ça existe aussi, hein. Mais tout de même, cette façade, cet appel constant
à être de vrais chrétiens, comme disait Djanganda, ça c'est impressionnant. Alors vous citez Djanganda, il faut en dire 2 mots. C'est un des fils de Simon Kimbangu. Vous l'avez rencontré, en l'occurrence, nous l'avons rencontré ensemble, puisque j'étais en reportage, c'est là que j'ai fait votre connaissance d'ailleurs, dans le centre des Kimbanguistes à Kinshasa. Quel souvenir vous avez de cet homme? Moi, il m'a beaucoup impressionné, hein. Donc, Djanganda, c'est le fils cadet de Kibangu, du prophète, qui a été élevé, comme ses frères, ses 2 autres frères plus âgés, dans la religion catholique, qui lui a eu une certaine, fonction, dans l'administration coloniale, très bien formé, connaissant très bien les Européens et la mentalité européenne, mais qui m'a impressionné justement dans cette, l'interview que vous avez menée ou à laquelle j'étais présent, hem, au centre d'accueil kibanguiste de Kinshasa. Il m'a impressionné par sa décision. Heu, c'est un homme, qui certainement, c'est lui qui a fondé l'église et qui l'a structurée. Qui l'a structurée et qui lui a donné le cadre nécessaire pour subsister et se développer. C'est lui aussi qui a gardé et qui a voulu d'abord et qui a gardé les contacts avec le christianisme européen par l'intermédiaire du Conseil œcuménique des Églises, puisque c'est grâce à lui, en partie, mais en grande partie, que les Kimbanguistes sont entrés en 1969 comme Église nouvelle. Oh, c'est Je crois que la première église, nouvelle, africaine, mais qui est entrée au Conseil œcuménique des Églises. Alors, c'était un homme, que je n'ai plus revu après, mais j'ai vu le cadre dans lequel il vivait et on m'a fait visiter son bureau alors qu'il était en souffrant, en maladie ici, en soins, soigné ici. On m'a fait visiter son bureau et son bureau était chargé de fleurs artificielles. Et puis j'ai dit à mon guide: «Mais, pourquoi est-ce qu'il garde toutes ces fleurs?» Alors il m'a dit: «Notre chef spirituel», puisque c'est le nom qu'on lui donne, ne jette pas les fleurs qu'on lui donne. Il les garde. Bon, évidemment, à un certain moment, il faudra bien mettre tout faire de la place, mais aussi ça m'a touché de voir avec quelle, heu, comment dire? Avec quelle, déférence et amour les chrétiens kibanguistes se tourner vers leur chef, le respecter, toujours à genoux, hein, devant lui, toujours et attendant sa bénédiction qu'il faisait avec le signe de croix, mais par le pouce sur le front de ses fidèles quand ils s'agenouillaient devant lui. Il y a aussi une femme, justement dans le centre d'accueil qui m'avait beaucoup interpellé, c'était une, une aide du prophète Simon Kimbangu, qui, à l'époque, en 1921, avait, 14 ans et c'était la seule survivante de tous les adeptes, de l'époque de Simon Kimbangu. Ah, j'aurais bien voulu l'interroger et une fois, j'ai eu presque, l'occasion de le faire, mais elle était occupée avec un jeune couple parce qu'elle vivait aussi dans le centre d'accueil et quand elle a levé les yeux et qu'elle m'a vu, elle les a baissés aussitôt et j'ai pensais qu'elle souhaitait peut-être pas me parler. Vous avez mentionné Gilles Riquet, Suzanne H. et le travail d'investigation qu'elle a fait. Il faut quand même qu'on parle aussi, de l'hypothèse qu'il y a derrière son travail, à savoir qu'au fond, les Kimbanguistes, pour se faire bien voir de la chrétienté occidentale, ont caché une partie de leur doctrine qui était, disons entre guillemets, «hétérodoxe» pour le christianisme en général d'ailleurs, et qu'ils l'ont déployée que plus tard. Expliquez-nous. Alors oui, c'était, un aspect qui m'a, bien interpellé et c'était un aspect secondaire, disons, de ma recherche, mais qui m'a conduit aussi dans les contacts que j'ai eus et à l'égard des étudiants en particulier. J'ai posé la question une fois directement aux étudiants et aux pasteurs qui étaient, dans la faculté et il y a eu un partage. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont dit: «Oui, c'est vrai».
Kibangu est l'incarnation du Saint-Esprit. Et d'autres qui ont dit non, je ne le vois pas comme ça, ou nous ne le voyons pas comme ça. Il y avait, semble-t-il, une ligne de partage. Cette ligne de partage n'existe pas, je crois, ailleurs. Je pense que les kibanguistes, depuis toujours, pas seulement dans une évolution de leur théologie, mais dès le départ, ont pensé que le Saint-Esprit promis par le Christ dans Jean 14 s'était incarné en Simon Kibangu. D'où l'appel constant dans les prières à Simon Kibangu. Quand j'étais assisté aux soirées spirituelles du campus et que le pasteur responsable corrigeait quelquefois une prédication qui avait été donnée par quelqu'un qui n'était pas formé, le nom de Simon Kibangu revenait constamment. Mais ça ne m'était pas traduit. C'était dans la langue, le Kikongo. Hein. Donc, on savait qu'il fallait être prudent à l'égard des Occidentaux concernant la place de Simon Kibangu dans l'histoire de salut. Et puis, il y a d'autres éléments qui m'ont mis sur la piste que c'était effectivement ce que le soupçon de Suzanne H était réel. C'est bien, dans la théologie kibanguiste, c'est bien le Saint-Esprit qui s'est incarné en Simon Kibangu. Alors, ça, à l'époque, il y avait ces suspicions, pas seulement de la part de Suzanne H, mais aussi des missionnaires. Et il y a eu tout un dialogue qui s'est fait, mais un dialogue extrêmement lent et qui n'a abouti que cette année, ou l'année dernière, en 2022, où là, les kibanguistes ont jeté le voile et ont dit c'est notre théologie. Mais il a fallu longtemps. Ça veut dire qu'entre eux, ils se sont mis d'accord, au fond, pour reconnaître que c'était ça qu'ils croyaient, ou bien ils les croyaient depuis le début, mais ils n'osaient pas le dire. À mon avis, ils le croyaient dès le début. Il serait intéressant de lire les rapports que les missionnaires ont envoyés à leurs églises les concernant. Le rapport de l'église baptiste britannique, les rapports ont été détruits pendant la dernière guerre par un bombardement. Malheureusement, on ne sait pas, donc tous ces documents ont disparu. Mais il y avait d'autres missions. Et il y avait des adeptes de Kibangu qui étaient dans d'autres de missions. Et là, il serait intéressant de rechercher, ça n'a pas été fait à mon connaissance, ce que disaient les missionnaires. Parce que les missionnaires, et les Kibanguistes s'en plaignent. Ils disent c'est vous, les protestants, qui nous avez rejetés. Mais il faut voir pourquoi ils ont été rejetés. Et les missionnaires n'étaient pas fous. Ils soupçonnaient, eux déjà, à l'époque, qu'il y avait quelque chose sur le plan doctrinal qui était différent. Problématique pour eux. Ouais. Ouais. Moi, je pense que ça est arrivé très, très tôt, parce que la femme de Kibangu a continué, après son emprisonnement, le mouvement. Et elle était très proche, évidemment, de son mari et du commencement de ce mouvement. Donc, c'est par elle aussi qu'est venue cette conviction que Jésus-Christ a aidé les Noirs, a voulu les aider et leur envoyer un messager spécial. J'aimerais faire un petit aparté sur les objets qu'il y a ici. Et celui qui est à côté de moi, c'est un objet pour un Suisse surtout, avec le drapeau suisse, ou c'est un objet pour un marcheur qui marche en Suisse, mais aussi ailleurs dans son existence? Oui, je ne sais pas si ça vient de Suisse, c'est acheté en Suisse en tout cas, c'est acheté d'occasion. Donc, la marche, oui. Je ne suis pas un pèlerin. C'est aujourd'hui beaucoup à la mode de faire le chemin de Compostelle. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Mais marcher, j'ai remarqué que c'est une source surtout de marcher dans la nature. La nature est une très grande source d'apaisement et de
d'inspiration. Donc beaucoup d'idées viennent. Je disais à quelqu'un: «Quand je conduis, je n'ai aucune idée. Je suis, à la conduite, mais les idées ne me viennent pas. Quand je marche, elles viennent». J'ai écrit dans ma vie des centaines de méditations, très courtes, pour les journaux paroissiaux et cetera. Je posais avant de sortir, je posais quelques idées, j'allais faire un tour dehors, je revenais, c'était prêt. Le cerveau, en marchant, travaillait et travaillait bien. Il n'y avait plus que quelques détails Des retouches. des retouches, voilà. Voilà, donc la marche est pour moi, pas seulement un moyen de garder une forme physique, mais de garder aussi une forme spirituelle et intellectuelle. J'aimerais qu'on termine cet entretien, Gilles Riquet, par Kinshasa. Quand vous êtes, parti, ou avant que vous partiez, la ville a quand même subi des manifestations et des déprédations considérables qui ont mis par terre des années de travail, de soutien, à ce pays, à cette capitale. Vous avez des souvenirs de ces moments? Non, donc j'étais parti, je n'étais plus là, mais déjà, quand j'étais pendant mon séjour, je vous parlais d'émeutes tout à l'heure, c'était constamment des menaces d'émeutes, la situation était explosive, déjà à l'époque et même, sur le campus kibanguiste parce qu'il y avait Même chez les kibanguistes? oui, il y avait une grande tension entre, le doyen et les professeurs qui lui étaient affiliés et toute une partie, des pasteurs qui étaient, souvent sans travail. Pourquoi ils étaient sans travail? C'est un détail aussi important. Je le soupçonne aujourd'hui qu'ils étaient sans travail parce qu'on ne voulait pas leur donner de travail, parce qu'ils étaient trop formés à l'occidental et donc peut-être trop critiques à l'idée de cette, conviction que Simon Kibangu est, le Saint-Esprit et l'incarnation du Saint-Esprit. Bon, mais il y a eu donc des tensions très fortes. Et dans les paroisses, il y a eu des conflits à main nue. On se battait et on s'est battu aussi sur le campus de, Les gens se tapaient dessus? ouais. Ah mais pas seulement se taper dessus, ils voulaient s'éliminer. Les gens fuyaient. D'ailleurs, le doyen, lorsqu'il y a eu ces troubles, le doyen est parti se cacher dans la ville de Kinshasa pendant plusieurs jours, en attendant que les troubles s'apaisent. C'est un contraste saisissant avec, ce que vous nous avez raconté quand même de cette humanité, de cette fraternité, de ce monde de joie et de simplicité. Oui, 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 il y a de tout. Il y a de tout, mais il y avait une énorme pauvreté, il y avait aussi une énorme injustice, heu et ça recouvre, la joie de vivre, souvent. Moi, j'ai vu à Kinshasa, pas au Rwanda, mais au Kinshasa, j'ai vu à Kinshasa des visages quand même très tristes, une population accablée. Heu, Même au campus kibanguiste, les gens étaient inquiets et il y avait ces conflits donc ces conflits de pouvoir sous-jacents dans toutes les institutions, mais aussi chez les catholiques. Chez les catholiques aussi, il y a eu des conflits terribles, qui se voyaient peut-être moins, hein, mais quand même. Alors on finit par le dernier objet qui est là, les 2 derniers objets à côté de vous. La Bible, les psaumes, le Nouveau Testament, je regarde ça, oui, le Nouveau Testament et les psaumes et puis Kierkegaard. Alors, le Nouveau Testament et les psaumes, quand je marche, quand je fais une randonnée, je prends ce petit livre-là, c'est le Nouveau Testament, parce qu'il mérite toujours d'être relu. On croit le savoir, le connaître et cetera, mais on change. On est en permanence dans un autre milieu et on dérive dans ce milieu et il est bon de se retrouver, de se ressourcer dans ce qui fait l'essentiel de la vie, la foi, l'espérance et l'amour. On n'a pas besoin de beaucoup plus de choses, n'est-ce pas? Dans la liberté. Alors j'admire, ce groupe des Gédéons qui, donnent, gratuitement ces petits, livres tellement pratiques que l'on peut emporter avec soi
et qu'il les place aussi dans les hôtels pour que peut-être des personnes désemparées puissent y trouver le réconfort. Kierkegaard, esprit très profond, très croyant, a écrit dans son journal des prières qui sont touchantes de simplicité, de conviction, de foi. Et pour moi, c'est le modèle de prière protestante. Julien Green, l'écrivain d'origine protestante qui s'est converti au catholicisme, dit dans son journal que les prières protestantes sont peut-être ce qu'il y a de plus important chez les protestants, le plus frappant, le plus beau. Et j'ai retrouvé ça chez les presbytériens, qui sont aussi des réformés, comme nous, dans les prières spontanées de leur service. Des personnes qui n'étaient pas des théologiens, qui ont fait des prières où on pouvait s'associer totalement à ce qu'ils disaient. On était emporté par ces prières. Merci Gilles Riquet. Bonne suite à vous. Merci. Sur la fiche description, vous trouverez un résumé de Mémoire vive, tous les détails qu'il vous faut. Vous pouvez aussi nous réécouter, écouter les épisodes suivants sur les plateformes de streaming, Apple Podcast, Deezer, Spotify, les réseaux sociaux bien sûr, et réformer.ch. Merci de nous suivre, merci de vous abonner si le cœur vous en dit.